Nous sommes en ligne. Bonsoir, donc docteur Laurençon, et bonsoir aussi Bernadette qui est aux États-Unis. Bonsoir. Alors, Bonsoir. bienvenue à vous tous. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont connectées, mais pas encore tout le monde. Donc, on va pouvoir faire notre petit tour d'horizon pour permettre aux éventuels retardataires de ne pas rater le début du webinaire. Donc, si vous voulez nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir, de quel village, de quelle région, de quel pays. Voilà, je vois qu'il y en a qui sont même en vacances et qui nous l'écrivent. Peut-être d'ailleurs qu'on aura des personnes qui sont inscrites mais qui ne seront pas connectées le soir même et qui sont plutôt inscrites pour voir le replay parce que soirée de vacances. Donc, je vois que nous avons alors une personne pour l'instant de Saint-Agrève en vacances, une personne aussi de Bergerac. Voilà, moi pour l'instant ce sont les deux seuls messages que j'ai sur le chat, c'est Bernadette, je sais pas si, parce que des fois j'ai des bugs, Non, non, c'est tout donc ça. je C'est pense que c'est calme. ça. Pour l'instant c'est calme effectivement, bon après c'est vrai qu'on est quand même fin juillet. Oui, oui. Voilà, donc on voit, voilà, Münster en Alsace, peut-être que je le prononce pas bien. Je sais, je saurais présenter le prononcer à l'allemande, comme toi Bernadette bien sûr, mais, mais voilà. Très bien, oui, moi je pense à tous les parents qui ont leurs enfants qui sont en vacances, en grandes vacances, il faut envoyer soit chez les grands-parents, soit au centre aéré, soit alors on part tous en famille, soit donc En parce que c'est colo. vraiment on est en plein dedans, ici aussi. Mhm. Donc donc voilà, alors je vois une personne ah oui qui est en Bretagne, près de Vannes. Donc bienvenue, une personne qui est en terrasse tout simplement. Une personne de Rouen aussi, très bien. Voilà, bon, en fait, de toute façon, je m'attends à ce qu'il y ait aussi beaucoup de personnes connectées plutôt sur le replay. Et là, nous sommes encore à 21h04, donc encore quelques minutes. Euh, Très bien. Donc, nous allons parler ce soir des troubles digestifs des bébés. Alors, je ne sais pas exactement jusqu'à quel âge on va. Ça veut dire quoi, 2 Je ans? crois que c'est 2 ans normalement, Oui. oui. Bon, c'est un sujet très vaste, hein. J'espère que je vais pas être trop longue parce que c'est. Bon, je pense que ça va Ouais. être forcément passionnant et en fait, même que ce soit pour la santé mentale des parents ou même la santé Mhm. physique, parce qu'un bébé qui est pas bien, il dort mal et donc on dort mal, il faut être même, je dirais, le plus exhaustif possible. Tant pis si on a un petit peu moins de temps pour les questions parce que c'est vraiment vital. Mhm. J'ai pas connu de bébé RGO chez moi sur mes trois, Vous avez de la mais je crois chance. que voilà, je Mhm. crois qu'il y en a pour qui c'est vraiment un calvaire. J'ai entendu parler de mamans qui font dormir leur bébé sur la poussette parce Oui, que pour qu'ils ils soient supportent pas le inclinés. plan incliné. Oui. Voilà, c'est ça. Mhm. Donc Dans vraiment, la voiture. j'imagine. Mhm. Oui, dans la Dans voiture, le. c'est Mhm. donc je me dis voilà, il y en a vraiment qui souffrent beaucoup de ça. Mhm. Donc voilà, on verra, j'espère. Oui, j'ai oublié de vous dire que en fait, les dernières semaines, parce que nous faisons aussi des webinaires avec Famille Santé Prévention les mercredis, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons eu parfois des coupures et en fait, avec impossibilité de se reconnecter au webinaire. Donc, je vais vous envoyer là sur le chat, je vais vous copier un lien de secours si jamais ça arrive. Donc surtout, vous me prévenez sur le chat, vous me dites, bah là, on vous entend plus, on vous voit plus et il n'y a plus personne. Et il faudra juste nous laisser peut-être 5 minutes histoire et vous nous rejoindrez vraiment sur le lien que je vais vous donner, qui est un lien de secours. C'est normal si pour l'instant il fonctionne pas parce qu'en fait pour l'instant on n'a pas besoin, mais c'est un lien sur YouTube qu'on a mis en place parce que voilà, parfois on est coupé bien avant la fin et on ne sait pas trop comment faire avec notre plateforme. Voilà, donc je vais sans plus tarder laisser la parole du coup au docteur Catherine Laurençon, donc qui est pédiatre, homéopathe, et donc que ce soit Bernadette ou moi, donc Bernadette est une maman aux États-Unis, mais qui est aussi coach en nutrition, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Donc en tant que Français, on peut se dire qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là outre-Atlantique, mais c'est peut-être un petit peu, comment dire, un petit peu Partout. chauvin de penser ça, hein, parce que j'imagine que chez nous aussi, il y a de quoi faire. Mais en tout cas, voilà. Et puis tu as un site d'ailleurs, Bernadette, où tu partages des informations santé, nutrition, des recettes Oui. aussi de cuisson à la vapeur douce, Mhm. de plats qui sont toujours bien illustrés, bien colorés, si vous avez besoin d'inspiration. Et puis, donc, pour ceux qui me posaient la question, notamment sur les réseaux sociaux, Docteur Catherine Laurençon, pour l'instant, son site n'est pas accessible en effet, mais ça va être résolu.
Oui, Voilà, c'est en cours. Voilà, tout va être résolu bientôt. Il y a eu un changement d'hébergement, mais voilà, ça va revenir. Donc voilà, je vous laisse la parole et d'accord. puis comme ça, on avance. Ok. Donc, les troubles digestifs du bébé, c'est un vaste sujet, comme je disais. En fait, une chose très importante à comprendre tout de suite, c'est que les organes du bébé se construisent pendant la grossesse, mais très souvent, les mois qui suivent, les organes sont pas terminés en fait à la naissance. Il y a une maturation qui n'est pas complète, et en particulier le tube digestif. Donc il y a un problème de motilité, il y a un problème d'enzymes, c'est-à-dire qu'il y a pas suffisamment d'enzymes. Il y a aussi la flore intestinale qui est en train de s'installer. Donc les premiers mois, il y a un petit dysfonctionnement qui est presque normal à cause de cette immaturité du tube digestif. Et le tube digestif, en fait, c'est un ensemble complexe. Les choses qui sont importantes pour que ça fonctionne bien, c'est le système nerveux entérique, c'est le système nerveux qui a plus de 100 millions de neurones qui innervent tout notre tube digestif. Donc il est pas mature. Le système nerveux euh, autonome, c'est-à-dire le parasympathique, le sympathique. Le parasympathique, c'est un système qui va stimuler la digestion, qui va booster la motilité, qui va booster la sécrétion des enzymes. Là aussi, ça n'est pas mature. Et le système sympathique, c'est au contraire le frein qui va réduire les sécrétions, qui va réduire la mobilité. Donc en fait, tout ça n'étant pas mature, c'est normal quasiment qu'il y ait des coliques, des ballonnements, éventuellement des reflux, éventuellement de la constipation. Une autre chose qui n'est pas mature, c'est la transformation des aliments. En fait, quand les aliments arrivent dans la bouche, la salive commence avec des enzymes commence la digestion. Après, les aliments descendent par l'œsophage jusqu'à l'œsophage propulse en fait les aliments vers l'estomac. Euh, pour empêcher les aliments de ressortir, il y a le cardia qui est la jonction de l'œsophage et de l'estomac. Et ce cardia, chez les bébés, il est absolument pas prêt. Donc en fait, il fonctionne pas bien, ce qui explique qu'il y ait très facilement des régurgitations. Donc après, une fois que les aliments sont dans l'estomac, ils sont broyés, ils sont disséqués par certaines enzymes. L'acide chlorhydrique qui est normalement sécrété dans l'estomac, elle va pas être beaucoup sécrétée chez le bébé. Au début, il y en a pas beaucoup. Et du coup, ça aussi, ça ralentit la digestion. Après, les aliments, ils arrivent dans l'intestin grêle. C'est là que se passe en fait l'absorption des nutriments. Quand ils ont été tout bien découpés en tout petits morceaux, l'absorption, donc comme il y a un manque enzymatique, les découpes sont pas très bien faites. Du coup, l'absorption se fait pas très bien. Et là encore, il va y avoir effectivement des signes, donc les coliques, les ballonnements, etc. Ensuite, une autre chose qui est importante, c'est le diaphragme. C'est le principal muscle de la respiration. Les bébés ont une respiration abdomino-diaphragmatique. Ça va influencer en fait la digestion en facilitant la progression du bol alimentaire. Or, il y a, là aussi, c'est pas tout à fait en ordre. De même que les tissus, les fascias, les ligaments, souvent c'est pas tout à fait comme il faut. Et ces deux choses-là, en fait, c'est pour ça que une séance d'ostéopathie après la naissance, ça peut être vraiment intéressant parce que ça va remettre un petit peu de la mobilité et de la souplesse au niveau de la respiration thoraco-abdominale et au niveau des fascias. Donc ça, c'est important. Donc cette immaturité va expliquer tous les troubles qu'on va voir maintenant. Les principaux troubles digestifs, en fait, j'ai mis en premier les régurgitations et le reflux parce que c'est extrêmement fréquent et parfois préoccupant. Mais on va séparer les régurgitations simples, banales, fréquentes, qui vont être liées à cette immaturité, du reflux plus compliqué qui a des origines variées, mais qui peut avoir des conséquences en fait sur la santé du bébé.
Donc le reflux bénin, c'est le bébé qui crachouille un petit peu au moment du rot, c'est le bébé qui, quelques minutes après avoir pris son biberon, c'est aussi le bébé qui peut crachouiller quand on le prend, quand on le change de position. Mais en fait, il reste souriant, il est content, il pleure pas, ça lui fait pas mal, il garde un bon appétit, donc c'est banal et c'est pas inquiétant. Alors ces problèmes de reflux chez les tout petits, à cause de l'immaturité, peuvent durer quand même quelques mois. Jusqu'à 8-10 mois, il peut y avoir encore une immaturité au niveau du cardiaque qui explique ces reflux. Donc si bébé ne pleure pas, s'il reste souriant, s'il mange bien, s'il prend du poids, on fait rien. On va dire que c'est normal. Euh, voilà, on peut donner un petit peu d'homéopathie, on peut éviter de rapprocher trop les repas. Au niveau des biberons, on va plutôt donner, si par exemple le bébé prend 6 biberons de 120 grammes, c'est préférable plutôt que 5 biberons de 150. Parce que si on remplit trop l'estomac, eh ben, il va y avoir plus facilement des reflux. Alors je ne sais pas si on peut la mettre maintenant, la petite photo, enfin le dessin qui montre un petit peu la taille de l'estomac des bébés en fonction de l'âge. Et c'est assez surprenant et on peut comprendre que quelques biberons un peu trop importants, ça passe pas, quoi. Alors je ne sais pas si on peut voir ça. Alors, pas obligé sur l'ordi de mon mari, ça va prendre juste un tout petit peu plus de temps, mais je vais le faire, je le C'est fais. pas Vous grave. pouvez Donc en continuer, fait, je vais le faire. oui, s'il y a les reflux, on va aussi prendre le temps de faire le rot au bébé. On va le garder 15-20 minutes droit pour pas qu'il y ait de reflux. On va donc pas le coucher tout de suite. On peut, si le bébé n'est pas allaité, s'il prend une préparation pour nourrisson, on peut changer le lait, ou on peut prendre un lait un petit peu épaissi. On peut épaissir le lait avec de l'amidon de maïs, du riz, de la pomme de terre. Euh, En fait, on va prendre un lait dit confort. Voilà, ça c'est la taille de l'estomac. Donc, un bébé d'un mois qui prend déjà des sacrés biberons, en fait, il a un tout petit estomac. Alors, s'il prend des tétés, en fait, souvent il y a plus de tétés que les bébés qui sont sous préparation pour nourrisson. Euh, donc ça va. Mais quand un bébé d'un mois prend un biberon de 150 millilitres, ça c'est difficile. C'est difficile. L'estomac a du mal à contenir ça. En plus, la digestion, on l'a vu l'autre fois quand on a parlé des laits, elle est beaucoup plus longue quand c'est à base de lait de vache. Des caséines sont plus difficiles à digérer. Et du coup, le reflux, il peut arriver facilement. Les régurgitations, je vais le dire plusieurs fois, mais une des causes des régurgitations, c'est une intolérance au lait de vache ou même une allergie aux protéines du lait de vache. Donc il faut garder ça en tête. Enfin, c'est le médecin surtout qui doit garder ça en tête pour ne pas passer à côté. Donc si on a un doute pour ça, plutôt que de donner un lait épaissi, on peut changer. On peut essayer de donner un lait à base de protéines de chèvre, de caséine de chèvre, qui est souvent plus digeste. On peut également, si même avec le lait de chèvre, s'il y a quand même des régurgitations, on peut essayer un lait à base de protéines végétales, comme du lait de riz, mais du lait de riz spécial bébé, bien sûr. Alors, une chose qui est importante aussi qu'il faut faire si on a un bébé qui a des régurgitations, c'est surélever le lit. Donc là, j'avais fait un petit dessin d'un bébé avec un lit incliné. En fait, les plans inclinés, on peut trouver ça facilement dans le commerce. Il y a un petit peu tous les degrés. Donc, si le reflux n'est pas très important, un plan incliné qui ferait 15-20 degrés, ça peut suffire. Par contre, si c'est un reflux, comme on va voir juste après, il est préférable de prendre un plan incliné qui va faire 30 degrés. Je ne sais pas si vous l'avez là, on peut peut-être le montrer. Mais ça se trouve sur Internet et même dans les magasins de puériculture. Celui-là, je pense que c'est un plan incliné de 30 degrés. Et bien souvent, il y a une espèce comment dire, de drap qui permet de mettre le bébé, de le coincer. Parce que bien sûr, si on a une inclinaison comme ça, le bébé, il va avoir tendance à glisser. Et on va retrouver un petit tas au fond du lit et ce ne sera pas idéal pour le reflux. Voilà. Alors,
on parle des troubles digestifs jusqu'à 2 ans, donc il y a une chose qui est importante par rapport aux régurgitations. Donc on sait que ça peut durer jusqu'à 8-10 mois, mais il y a quand même des enfants qui ont encore un peu de reflux après. Donc une des choses qui va être importante, c'est de faire le soir un repas épais, de supprimer assez rapidement. Moi, je conseillais, quand il y avait vraiment des problèmes de reflux, de supprimer le biberon du soir dès 1 an. Et évidemment, bien sûr, pas de biberon la nuit. Parce que ce petit estomac, s'il est trop plein, effectivement, en position allongée, même avec un plan incliné, il va y avoir tendance à y avoir des reflux. Voilà. En homéopathie, on a des petites choses qui peuvent aider. On a par exemple Aetusa, qui est un remède qu'on peut donner en 5CH, qui est un remède qu'on peut donner 2 fois par jour, 3 granules. On a des remèdes qu'on peut donner 1 ou 2 fois par semaine. Alors c'est Aza-Fétida. Moi, je le donnais en 9CH. On peut donner Phosphorus en 9 ou 15CH. On peut donner Muriatic Acidum. Alors bien sûr, en fait, l'homéopathie, normalement, c'est ajusté en fonction du cas particulier. Mais parmi les remèdes que je vous ai cités, ça va un peu pour tout le monde. Mais idéalement, si on a un homéopathe, c'est bien aussi de voir avec pour préciser davantage. Alors, ça, c'est pour les reflux qui ne sont pas très gênants. Maintenant, si bébé est un petit peu plus gêné, on peut lui proposer du gel de polysilane. Il faut prendre une formule sans aluminium, il y en a, et on peut donner avant et ou après chaque repas une petite noisette de gel de polysilane qui va enduire la muqueuse de l'œsophage et qui va éviter les douleurs liées à l'acidité. Donc ça, on peut le faire pendant quelques semaines et bon, ça va aider. Il y a d'autres médicaments qu'on peut donner, c'est par exemple le Gaviscon. Le Gaviscon, ça se donne de préférence 15 minutes après le repas parce que l'acidité qui est fabriquée, l'acide chlorhydrique qui est fabriqué par l'estomac, commence à être fabriqué au bout de 10-15 minutes après le repas. Donc en fait, si on donne le Gaviscon 15 minutes après, le Gaviscon va arriver dans un estomac qui commence à être acide déjà, et il va y avoir une réaction chimique, il va y avoir une floculation, et du coup ça va faire bouchon en fait. Alors que si on le donne avant, parce que bien souvent les prescriptions c'est avant, ça ne va pas faire du tout la même chose, il n'y aura pas le même effet bouchon. Donc ça peut être intéressant aussi. Maintenant, on va passer au reflux pathologique, c'est-à-dire que le bébé, malgré toutes les petites choses qu'on a essayé de faire, ça va pas. Il pleure beaucoup, il régurgite beaucoup, il se tortille, il grimace, il régurgite, il y a beaucoup de reflux. On sent qu'il a mal, quand ça remonte, il fait la grimace, il commence à être un peu nerveux, anxieux, il finit pas ses biberons. Là, c'est préférable de consulter parce que on peut pas laisser un bébé souffrir. Donc, on peut dire que les régurgitations étant trop acides, il y a une douleur au niveau de l'œsophage et il faut essayer de ne pas aller jusqu'à l'œsophagite. On va voir tout à l'heure. Il faut noter aussi que dans ces cas-là, parfois, le bébé souffre, il sortit, il se cabre, il n'est pas bien, il fait des grimaces, mais il crache pas. En fait, c'est un reflux quand même, mais un reflux interne. C'est-à-dire que ça remonte et il ravale et on voit rien sortir. Donc, si on n'est pas attentif, on pense qu'il n'y a pas de problème. Sauf que le bébé, il pleure beaucoup et qu'il est vraiment pas bien. Donc, le reflux gastro-œsophagien, quand il est un petit peu méchant comme ça va vraiment perturber le sommeil, ça va perturber le comportement du bébé. Il va devenir anxieux, nerveux, il va sourire de moins en moins. Et il peut y avoir aussi beaucoup de complications qui sont extra-digestives. Il va y avoir beaucoup de problèmes ORL, il peut y avoir beaucoup de problèmes ORL, beaucoup de problèmes pulmonaires. Alors, il peut y avoir des laryngites, il peut y avoir des rhinites avec des saignements au niveau de la muqueuse nasale, parce que toujours cette acidité des reflux qui remontent, ça irrite la muqueuse nasale. Il peut y avoir des bronchiolites, il peut y avoir des otites, des sinusites, des pneumopathies. Moi, j'avais un petit garçon que je suivais il y a longtemps. La maman était venue me voir parce qu'il faisait des laryngites à répétition. En fait, je lui avais donné un traitement de fond, mais au lieu d'avoir une laryngite toutes les 3 semaines, il avait une laryngite toutes les 6 semaines. Je n'étais pas très satisfaite.
Et puis au bout de 2, 3 consultations, on a vraiment essayé de comprendre pourquoi il avait ça. Et la maman, finalement, elle s'est aperçue que à chaque fois qu'il était invité à une fête chez un petit copain, à chaque fois qu'il buvait dans l'après-midi une boisson pétillante, du coca ou un jus de fruits pétillant, en fait, il faisait une laryngite la nuit qui suivait. Et c'était vraiment à chaque fois. Donc il a arrêté de prendre ça et il n'a plus jamais fait de laryngite. Donc bon, voilà, le reflux c'est embêtant et j'ai vu aussi, on a vu aussi des cas d'adultes qui étaient hospitalisés pour une crise d'asthme sévère et qui étaient donc pour la première fois hospitalisés, qui avaient un bilan complet. Et là, on s'apercevait qu'ils avaient un reflux gastro-œsophagien. Le reflux était traité et l'asthme petit à petit s'atténuait et disparaissait. Donc ça peut avoir des conséquences. C'est pour ça il faut vraiment pas passer à côté. Et alors, l'œsophagite, c'est quand l'acidité des régurgitations est tellement importante qu'elle brûle la muqueuse œsophagienne. Donc le bébé souffre, bien sûr. Du coup, il a du mal à prendre ses biberons ou prendre ses tétés. Il a même plus envie de manger. Il va perdre du poids. Parfois, il y a du sang dans les régurgitations. Quand il y a du sang, quand il y a des filets de sang dans les régurgitations, on sait qu'il y a une souffrance de la muqueuse œsophagienne et surtout, on s'inquiète toujours de se demander si il n'y a pas une allergie aux protéines du lait de vache, parce que ça va souvent avec. Voilà, donc dans un cas comme ça, bien sûr, il faut voir un médecin, il faut faire le point, il faut voir l'intensité des symptômes et puis le médecin jugera s'il faut faire une fibroscopie pour confirmer l'œsophagite, s'il faut faire un traitement antiacide, hein, c'est parfois obligé. Maintenant, un changement de lait peut résoudre aussi le problème. Peut-être parce que c'est pas forcément une allergie aux protéines du lait de vache, mais simplement une intolérance et de changer, de passer à un lait soit de chèvre, mais ça peut être aussi un lait à base de protéines de riz. Ça va complètement calmer le reflux et l'œsophagite va disparaître, le reflux va s'atténuer énormément, il y aura beaucoup moins de souffrance et on pourra passer à côté d'un traitement antiacide. Donc, pour revenir sur les causes des reflux, on a vu que la principale cause, c'est l'immaturité du tube digestif, avec ce cardia, ce sphincter du bas de l'œsophage, qui ne fait pas son travail parce qu'il n'a pas fini sa maturation. Il y a le fait que l'estomac, il est petit. On a vu sur la diapo que c'est tout petit, à 1 mois par exemple. Ça peut être, comme on a vu, allergie ou intolérance aux protéines du lait de vache. Ça peut être des laits qui sont inadaptés aussi. Et bon, ça peut être la sténose du pylore, mais là, on va voir la sténose du pylore maintenant avec les vomissements. Donc, les vomissements, c'est différent des régurgitations. Il peut y avoir des origines variées. Il ne faudra pas passer à côté d'une sténose du pylore, justement. Donc, la sténose du pylore, le pylore, c'est le sphincter qui est de l'autre côté de l'estomac. Donc, l'estomac, en haut, il y a le cardia. Et en dessous, il y a le pylore. Le pylore, ça fait le passage entre l'estomac et l'intestin grêle. Donc, la sténose du pylore, ça arrive surtout chez les garçons, entre 2 et 8 semaines. Et c'est ce sphincter qui s'épaissit et qui finit par se durcir. Et il s'épaissit tellement que finalement, le passage devient de plus en plus petit. Et il y a un moment où le sphincter est complètement fermé et ne laisse plus passer de lait. Donc ça se manifeste par des vomissements. Là, ce sont des vrais vomissements. Ce sont des vomissements en jet qui vont être de plus en plus fréquents. Et ce qui est paradoxal, c'est que l'enfant va bien. Il est joyeux, il a faim. Il n'y a pas de souffrance en fait, mais il revomit tout. Alors il a faim, il se jette sur son biberon et puis il revomit son biberon. Donc là aussi, il faut faire le diagnostic rapidement pour pas que le bébé se déshydrate et pour pas qu'il y ait d'autres complications. Quand on palpe le ventre, on peut retrouver, on appelle ça l'olive pylorique, on peut retrouver une petite masse dure et le diagnostic sera fait avec l'échographie. Et pour soigner la sténose du pylore, la seule solution, c'est l'intervention chirurgicale. Il n'y a pas d'autre option. La deuxième cause de vomissement, il ne faut pas passer à côté de celle-là non plus, c'est l'invergination intestinale aiguë. C'est assez rare. Ça peut arriver chez des enfants de 3 mois jusqu'à 3 ans. Et en fait, c'est un morceau d'intestin
qui rentre dans le morceau d'intestin qui est en dessous, un petit peu comme un truc en doigt de gant. Le plus souvent, c'est la partie terminale de l'intestin grêle qui rentre dans le côlon. Alors, ça donne un tableau d'étranglement avec des crises de colique intestinale qui durent quelques minutes, et puis ça passe et ça revient. Ça s'accompagne d'une pâleur, d'un malaise et des douleurs de plus en plus fortes. Et si on ne fait pas le diagnostic, là aussi, il peut y avoir des écoulements sanglants au niveau de l'anus. Il y a bien sûr des vomissements et il peut même y avoir une ischémie, c'est-à-dire le tissu de l'intestin qui se nécrose. Donc là, on est obligé d'avoir une intervention chirurgicale si on a attendu. Par contre, si on fait diagnostic assez tôt, le traitement possible pour réduire l'invagination, c'est de faire un lavement pneumatique, c'est-à-dire qu'on envoie de l'air par l'anus et ça repousse et dans 85% des cas, ça règle le problème. Donc c'est bien de faire ça avant d'arriver au stade de l'intervention chirurgicale. La troisième cause importante des vomissements, c'est l'allergie aux protéines du lait de vache. Cette allergie touche surtout les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans. Les enfants qui ont une allergie vérifiée dans les premiers mois, 80% de ces enfants à 2 ans ne seraient plus allergiques. Donc on sait ce que c'est la réaction allergique, hein, c'est l'organisme est en contact avec une substance. Une première fois, il se passe rien. Ensuite, l'organisme fabrique des anticorps et la prochaine fois qu'il va être en contact avec cette substance, il va y avoir une réaction importante. Alors, les allergies aux protéines du lait de vache vont se manifester de différentes manières. Bien souvent, il y a des signes cutanés. Donc, il peut y avoir des rougeurs, il peut y avoir de l'eczéma, il peut y avoir il y a des démangeaisons. Et il y a bien sûr des symptômes digestifs, des régurgitations, des vomissements, de la constipation, de la diarrhée, des maux de ventre. Il y a parfois des malaises, c'est-à-dire un nourrisson qui est en train de prendre son biberon et il fait un malaise, il y a une perte de connaissance brève. Il y a également une irritabilité parce que il a mal au ventre, ce bébé, il n'est pas bien. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir dans les vomissements des filets de sang qui font d'autant plus suspecter l'allergie aux protéines du lait de vache. Donc ces carences, il faut faire le diagnostic rapidement parce que il y a une souffrance au niveau de la muqueuse, donc il y a une mauvaise absorption des nutriments et il va y avoir une croissance qui va être impactée. Les nourrissons qui souffrent d'une allergie aux protéines du lait de vache ont un risque élevé de développer d'autres formes d'allergies. Alors des allergies alimentaires, un rhume des foins, de l'asthme, ils sont plus susceptibles. En France, il y a à peu près un nourrisson sur 40 qui a une allergie aux protéines du lait de vache. Je trouve que c'est important. Et si les deux parents ont été eux-mêmes et sont toujours gênés avec le lait de vache, là c'est 1 sur 5. Donc finalement c'est un peu plus fréquent qu'on l'imagine. Et c'est pareil, les bébés qui ont des allergies aux protéines du lait de vache développent souvent secondairement d'autres allergies alimentaires. Alors ça peut être les cacahuètes, ça peut être l'œuf, ça peut être le blé. Bon. Donc il faut savoir quand même que l'allaitement diminue la probabilité de faire des allergies alimentaires. Par contre, une maman qui allaite son bébé, mais qui mange des yaourts, qui mange du fromage à base de lait de vache, eh bien, en fait, il y a une partie de ces protéines qui passent dans le lait. Et le bébé, même si lui n'a jamais eu de contact avec cet aliment, peut déclencher une allergie aux protéines du lait de vache. Alors, ça peut être... là, on parle du lait de vache. Moi, j'ai eu le cas d'un bébé qui n'avait jamais rien mangé d'autre que le lait de sa maman. Et... elle avait de l'eczéma et donc quand elle a été testée, en fait, elle était allergique à l'œuf. Et c'était sa maman qui mangeait l'œuf et voilà. Donc, comment on va faire le diagnostic de l'allergie protéines du lait de vache? D'abord, la clinique est évocatrice. On a vu tous ces symptômes et surtout les filets de sang dans les vomissements. On peut faire un test de provocation labiale. On va déposer une goutte sur les lèvres, une goutte de lait, et on voit comment ça se passe.
Après quelques heures, on regarde. Il y a aussi la possibilité de faire des tests de provocation orale. Bon, moi j'aime pas trop. Euh, J'aime pas trop l'idée parce qu'on commence avec une petite dose et puis on augmente petit à petit jusqu'à provoquer une réaction. Donc on n'est jamais sûr que la réaction elle va pas être un peu plus forte qu'on l'imagine. Et il y a les prick tests comme pour les tests allergiques. Donc on va mettre sur une zone de peau fine une goutte du lait incriminé et avec un petit stylet, une petite aiguille, on va faire un petit trait et puis on va voir s'il y a une réaction ou pas. Et bien sûr, une prise de sang, c'est aussi possible de faire une prise de sang et de doser les anticorps anti-caséine, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, si l'enfant est allaité, c'est relativement facile. On va demander à la maman d'arrêter pendant quelques semaines tous les produits laitiers. Si le bébé va mieux, si les signes, par exemple, d'eczéma disparaissent, on peut, si la maman veut absolument, elle peut réessayer un petit peu. Elle peut réintroduire peut-être un petit peu de fromage de chèvre, par exemple, et on surveille, on voit ce qui se passe, on voit si le bébé, si les symptômes cutanés reviennent ou pas. Et bon, voilà. Et petit à petit, comme ça, elle peut trouver, parce qu'en fait, il y a souvent une possibilité de supporter une petite quantité. Donc, il faut trouver le juste milieu. Par contre, si l'enfant n'est pas allaité, là, il va falloir changer le lait. Donc, bien souvent, les médecins se tournent vers des hydrolysats de protéines de lait de vache ou de protéines de riz. Et en cas d'échec de ces hydrolysats, ce seront des préparations à base d'acides aminés qui vont être essayées. En fait, une protéine, au départ, ce sont des acides aminés, des petits A, B, C, D, etc., qui vont être mis ensemble. Ça va faire des peptides. Et ensuite, les peptides vont être mis ensemble et ça va faire une grosse molécule de caséine, par exemple. Moi, je dis toujours, c'est comme un arbre avec plein de branches. Et il va falloir avoir les enzymes qu'il faut pour bien tout découper. Alors, on va d'abord découper les branches. Après, dans chaque branche, on va faire encore des petites coupes. Et donc, il faut avoir un système enzymatique parfait et pour arriver à bien découper et ensuite pouvoir absorber. Donc, ce qui est important aussi, c'est que maintenant, dans les allergies aux protéines du lait de vache, il y a toujours, presque toujours, vers 10-12 mois, une réintroduction, une tentative de réintroduction, alors soit au cabinet du médecin, soit hospitalier. Et 80% des nourrissons seront plus allergiques à 2 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on a parlé des vomissements. Maintenant, on va parler de quoi? Je suis un peu perdue. Alors, donc les gastro-entérites, ça fait partie des troubles digestifs. Elles sont fréquentes, elles sont bénignes le plus souvent virales. Et ce qui va être important, c'est de surveiller une éventuelle déshydratation. Donc je vais en parler avec les diarrhées un tout petit peu plus loin. Une réaction allergique ou une intolérance alimentaire peut provoquer des vomissements. Une suralimentation aussi, parce qu'il y a des bébés qui mangent trop. Et du coup, ils vomissent parce que c'est trop pour eux. Et il y a aussi, parmi les vomissements, une des causes de vomissement, ce sont les infections. Par exemple, souvent, les angines, ça va démarrer par un vomissement. Et les enfants, quand on leur demande « t'as mal à la gorge ?» Non, ils n'ont pas mal à la gorge. En fait, ils ont une angine quand même, ou une otite, et ça démarre par des vomissements avec de la fièvre. Donc, il ne faut pas passer à côté d'un épisode infectieux, en fait. Donc, on a vu les vomissements, on a vu les reflux. Maintenant, on va voir les coliques du nouveau-né. Alors, dû à l'immaturité dont on a parlé au début, 80% des enfants ont des coliques pendant les 3 premiers mois. Donc le bébé il commence à se tortiller après le repas, il devient tout rouge, il a l'air d'avoir mal, il commence à pleurer, il peut avoir le ventre ballonné, il va avoir des gaz. Ça arrive souvent en fin de journée. Il est difficile à consoler, c'est un peu les parents sont désemparés. Bon, il y a souvent une rougeur, il transpire. Contrairement à l'invagination intestinale, parce que dans l'invagination intestinale, il y a un malaise et il y a une pâleur quand il y a des vomissements. Et les coliques et les crises de coliques de l'invagination.
Donc, la raison essentielle, on a vu, c'est toujours cette immaturité, mais il faudra quand même, là encore, être sûr qu'il n'y a pas une allergie aux protéines du lait de vache, une intolérance au lactose, un reflux, comme on a vu, et les infections. Parce que les infections, ça peut aussi donner mal au ventre. Les angines, ça donne mal au ventre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on a un bébé qui a des coliques? Alors, c'est difficile. On peut donner des probiotiques. Les probiotiques, chez les bébés qui sont allaités mais qui sont nés par césarienne, les bébés qui n'ont pas qui ne sont pas allaités, ces bébés-là, vont avoir une flore intestinale qui va mettre un petit peu de temps à s'installer. Donc, on peut les aider en apportant des probiotiques. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui est important de faire, c'est que le repas, la tétée ou le biberon se passe dans le calme, lumière tamisée, que la maman soit zen ou essaye de l'être. Les tétées, on va essayer de les espacer au moins 1h30, 2 heures. Les biberons, on va les espacer 2 heures, 2 heures et demie. On va essayer d'avoir un contact avec le bébé, de le garder, de le porter en écharpe, pour le rassurer. En fait, il est angoissé, ce bébé, il a mal au ventre et il a besoin de sentir l'empathie de ses parents et donc il a besoin d'être bercé. Les massages, c'est important aussi, les câlins, même si on a l'impression que ça sert à rien, le porter, lui parler, lui chanter une petite berceuse, ça lui apporte quelque chose et ça le soulage quand même. Les mamans qui allaitent, elles doivent faire attention quand même à leur alimentation. Faut avoir une alimentation équilibrée, 4 repas par jour, des légumes, des féculents, des protéines, 2 fois par jour pour les protéines, des légumineuses, des fruits frais, cuits, des fruits secs. Et il faudra éviter les aliments classiques qui peuvent donner des gaz, c'est-à-dire toute la série de la famille des choux, les oignons, certaines épices, les boissons gazeuses. Et il ne faut pas oublier non plus que le lait, les laitages d'origine animale, absorbés par la maman, peuvent provoquer des coliques et du reflux chez le bébé, sans pour autant que ce soit une allergie, mais ça peut être un peu difficile pour le bébé. Donc ça peut être intéressant, si la maman a l'habitude d'en prendre un peu beaucoup, de réduire, voire de diminuer pendant quelques semaines et de voir si ça améliore le bébé. Les changements de lait. Alors, les changements de lait, bien sûr, c'est possible. On peut essayer un lait sans lactose. On peut essayer un lait avec peu de caséine, plus de protéines solubles qui va favoriser la digestibilité. Et si ça suffit pas, on peut essayer de changer de lait. Donc, on peut donner du lait de chèvre. Les protéines du lait de chèvre, la caséine du lait de chèvre, la protéine est beaucoup plus petite. Elle est assez proche de la caséine du lait de la femme. Et du coup, ce sera plus facile pour le bébé de bien découper et d'arriver à digérer plus facilement. Par contre, le lait de chèvre, comme le lait de brebis, comme le lait de vache, contient du lactose. Et donc, si le bébé a une intolérance au lactose, de changer de lait pour un autre lait animal, ça ne va pas l'aider beaucoup. Donc, dans ces cas-là, il faudra peut-être passer à un lait végétal. Donc, protéines de riz le plus souvent, mais évidemment spécial bébé. Alors, au niveau de l'homéopathie, il y a quelques remèdes qui peuvent aider. Il y a Cuprum Metallicum. Alors, ces remèdes peuvent se donner 2 fois par jour. Moi, je les prescris en 5 CH en général. Donc, il y a Cuprum Metallicum, il y a Colocynthis, il y a Nux vomica, il y a Carbo vegetabilis. Bon, il y en a plein d'autres, mais ça, ce sont je dirais, les principaux et ceux qui arrivent à bien aider. Maintenant, je vais parler du frein de la langue, enfin des freins restrictifs en fait. Ça peut avoir un impact sur différents aspects du quotidien du bébé et de la maman. Alors, quels sont les signes chez les bébés qui sont gênés par les freins restrictifs? Donc, c'est un bébé qui s'étouffe souvent lors de la tétée. Il a du lait qui coule pendant qu'il est en train de téter. Il lâche souvent le sein. Alors, il se tortille, il a des gaz. Bon, ça, c'est pas très symptomatique. Il tète pas beaucoup, peu longtemps, mais très souvent. C'est comme s'il n'arrivait pas à tenir sur le sein. Sa bouche est peu ouverte sur le sein. Il prend que le bout. Ses lèvres ne sont pas bien retroussées sur le sein. La langue ne ressort pas. Parfois, il y a le claquement de la langue pendant la tétée. Quand il est allongé, il peut avoir une respiration bruyante. Et donc, comme il a des difficultés pour prendre ce lait,
il y a une courbe de poids qui monte pas bien. Il peut même y avoir une cassure. Donc chez la maman, on peut retrouver des crevasses, des douleurs, bien sûr. On peut retrouver à la fois une hyperlactation, c'est-à-dire qu'il y a des écoulements de lait très fréquents, des jets en cours de tétée, comme le bébé lâche le sein, il y a un jet. Mais à l'inverse, il peut y avoir une baisse de la lactation parce que bébé ne tète pas assez. Alors, le retentissement sur le sommeil, sur la tranquillité, en fait, au repos, la langue doit rester collée au palais. Cela permet d'activer le système vagal propice à la détente. Donc, en cas de frein restrictif lingual, la langue ne peut pas se placer au palais et le bébé ne peut pas se sentir détendu. Du coup, il dort mal et il fait des petits cycles, mais il va se réveiller à chaque fois. Il va avoir du mal à se rendormir. Ça, c'est en cas de frein restrictif lingual. Mais si c'est un frein restrictif labial, la lèvre ne permet pas de maintenir la bouche fermée. Le bébé va dormir la bouche ouverte, sa respiration, elle devient bruyante, parfois il ronfle, sa cavité buccale va s'assécher et il va réclamer à boire la nuit plus souvent. Donc les nuits, là aussi, vont être difficiles. Bon, il y a aussi des tensions crâniennes et cervicales qui peuvent être là. Et donc l'idéal, c'est de s'adresser à un spécialiste qui a fait une formation spécifique sur les freins restrictifs. Ça peut être un ORL, une consultante en lactation, un ostéopathe. Et ces personnes, ces spécialistes vont montrer à la maman comment faire certains exercices de massage et d'étirement au niveau de la bouche et du frein. Pour essayer d'éviter de faire une frénectomie, c'est-à-dire de couper le frein. Donc peut-être que tu peux, Bernadette, nous en parler un petit peu, parce que tu m'as dit que tu avais eu des soucis avec un petit Oui, j'ai eu deux enfants qui ont eu des problèmes de frein là. restrictif. Le premier, on l'a vu tout de suite parce que son papa en avait un lui aussi, qu'on a découvert plus tard et qu'il a résolu quand il avait 12 ans. Et puis, donc, on l'a fait à l'hôpital parce que moi, lui, il est né par césarienne, donc j'avais du mal à produire du lait. Donc, on se dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est mon lait? Est-ce que c'est le frein restrictif? Donc, ils s'en sont occupés tout de suite. Et ma dernière, qui en a eu un aussi, elle en avait trois. Elle en avait en dessous de la langue et sur les côtés. Donc, il y a beaucoup, apparemment, il y en a des tas qu'on peut même ne pas voir. Ouais. Et donc, on s'en est occupé quand elle avait 8 mois, je crois. Oui. Mais alors, j'ai eu des problèmes de sommeil avec elle. Assez terrible. Elle dormait que sur moi, elle ne régurgitait pas, elle buvait bien, elle a pris beaucoup de poids. C'est pas de problème, mais je pense elle compensait par le besoin d'être proche, quoi. Ouais. Et puis son histoire de. Ouais, mais prise de poids, pas de problème. Reflux, pas trop. Mon fils, lui, vomissait en jet. Oui. Il buvait très souvent, il buvait toutes les heures, je crois. Et alors, ce qu'il faut savoir quand on vous le trouve très vite et quand vous le fait à l'hôpital, comme on me l'a fait ici, je ne sais pas s'ils font ça à l'hôpital en France, c'est que quand ils l'ont fait chez nous, ils n'ont pas fait attention de me dire que normalement, quand on fait une frénectomie, il faut faire des exercices pour éviter que la langue revienne. Parce que comme c'est un fascia, ça se reconstitue sinon. Bien sûr. Et en fait, mon fils, on s'en est rendu compte il n'y a pas très longtemps, son frein de langue est revenu. Je suis pas sûre qu'il le dise. Il a 10 ans, il mange très bien, il parle très bien, il n'y a pas de problème. Mais quand il tire la langue, ça fait une fraise. C'est pas une langue qui est bien complètement quoi. C'est assez drôle. Alors que pour ma fille de 8 mois, on m'a fait faire des exercices pour être sûr que ça revenait pas. On a fait plusieurs consultations et elle, maintenant, il n'y a pas de problème. D'accord. Les sages-femmes sont très averties maintenant pour le frein de langue. Nous, c'était pas les sages-femmes, c'est nous qui nous en sommes aperçus parce qu'on savait à cause de mon fils et de leur papa. Par contre, moi, j'avais pas vu les freins sur les côtés. Non.
Ouais, Donc, c'est quand j'ai été inhabituel. consultée Ouais. pour le frein dessous, ils m'ont dit il y a aussi des freins sur les joues. Donc, elle avait tout, quoi. Elle avait la C'était, totale. ça Ok. expliquait beaucoup de choses, ouais. Mm. Ok. Alors, je parle un peu des diarrhées. Alors, on va pas parler des selles du bébé qui est au sein, parce que effectivement, le bébé qui est au sein, il a des selles qui sont souvent liquides. Il peut avoir 6 selles par jour, mais il vomit pas, il va très bien et c'est complètement normal. On parle plutôt on parle de diarrhée quand il y a au moins 3 selles liquides en quelques heures. Et donc, il va falloir vérifier la température, la traiter s'il y en a, parce que ça augmente le risque de déshydratation. Et le gros souci des diarrhées, c'est ce risque de déshydratation. Ça peut arriver très très vite, en fait. Un bébé qui va vomir et qui va avoir de la diarrhée, s'il continue de vomir tout ce qu'on lui donne et qu'en même temps il a de la diarrhée, en 12 heures, un petit bébé de quelques mois peut être déshydraté. Donc en fait, s'il n'y a que les vomissements, si on arrive à réhydrater le bébé en lui donnant à boire de l'eau fraîche avec des solutions de réhydratation, on va compenser ce qu'il perd, ça va. Mais les signes de gravité qu'il va falloir surveiller, c'est une diarrhée qui va durer plus de 2 jours, un bébé qui est jeune, qui a moins de 6 mois, des vomissements qui accompagnent la diarrhée et qui ne s'arrêtent pas. Parce que normalement, enfin, je vais parler de la gastro un tout petit peu après, mais et puis un enfant qui refuse de s'alimenter et de boire, parce qu'il y en a, ils veulent même pas boire de l'eau, quoi. Hein. Donc parfois, il faut donner à la petite cuillère. Il faut donner à la petite cuillère de l'eau fraîche. Et puis un autre signe de gravité, c'est s'il y a des glaires ou du sang dans les selles. Et surtout l'état clinique du bébé, c'est-à-dire qu'un bébé qui a la langue sèche, qui a les yeux enfoncés, qui est hypotonique, qui gémit, ça c'est un signe de gravité. Et là, là on va à l'hôpital parce que parfois de poser une petite perfusion et de réhydrater quelques heures, tout va bien après, quoi. Donc il ne faut pas passer à côté de ça. Alors quelles sont les causes des diarrhées? La cause la plus fréquente, c'est les gastro-entérites. Donc bon, ça commence par des vomissements, quasiment toujours, le premier jour, associé ou non avec de la fièvre. Au bout de 24 heures, la diarrhée s'installe et souvent les vomissements s'arrêtent. Là, c'est quand tout va bien. Bon, on va pas forcer le bébé, l'enfant n'a pas très faim. En général, il n'a pas très envie de manger. On va pas le forcer. On va surtout l'hydrater pour pas qu'il y ait justement cette déshydratation. Si c'est un enfant qui mange déjà, on va favoriser on va lui proposer un peu plus carottes, riz, on va éviter les agrumes, on va éviter les choses qui peuvent accentuer l'irritation de son tube digestif. Les compotes, ça peut être très intéressant. Dans les gastro, on peut donner en homéopathie arsenicum album, en 5CH, c'est un remède qui marche bien. On peut donner China, on peut donner Veratrum album, tous en 5CH. Si les vomissements persistent, mais que l'enfant va pas trop mal, on peut tenter de mettre des suppositoires de Vogalène. Je pense que c'est sur ordonnance. Un demi-suppositoire 2 fois par jour, ça peut permettre de calmer les choses et de stopper les vomissements. Bon. Alors, les causes, on parlait des causes de diarrhée, donc la gastro. Les autres causes, ça va être une consommation de trop de jus de fruits, par exemple. Il y a des enfants et toute la journée dans un biberon, il y a du jus de fruits avec de l'eau et bon. Donc effectivement, il peut avoir de la diarrhée. Ça peut être aussi une indigestion, une intoxication alimentaire. Ça peut être aussi un enfant qui a eu des antibiotiques et qui maintenant a une diarrhée secondaire à la prise d'antibiotiques. Ça peut être un lait qui n'est pas adapté ou qui n'est plus adapté. On retrouve encore une fois une allergie alimentaire, par exemple les protéines du lait de vache. Ça peut être également une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, mais en général, là, c'est une diarrhée qui dure. C'est pas une diarrhée qui arrive d'un seul coup. Et de la même façon, la maladie cœliaque, c'est aussi quelque chose souvent c'est déclenché par une diarrhée, mais c'est une diarrhée un peu chronique, donc c'est pas tout à fait la même chose. Chez les plus grands, ça peut être une intolérance au lactose, acquise au lactose. C'est une mauvaise digestion du sucre, le lactose, parce qu'il n'y a pas assez de lactase.
donc j'en reparle un petit peu après. Il y a aussi ces enfants qui, alors bon, il y a des enfants, ils vont bien, ils mangent bien, tout va bien, mais ils ont des selles, c'est des bouses un peu. C'est des grosses selles, et bon, si la courbe de croissance est bien, si l'enfant n'a pas mal au ventre, le diagnostic souvent des gastro, c'est côlon irritable. Bon, moi je suis un peu sceptique parce que je pense qu'il y a quand même une petite inflammation si le côlon est irritable. Donc, bref, maintenant ce qu'on voit souvent chez ces enfants-là, c'est que quand ils ont acquis la propreté, en fait, ça s'arrête. On a l'impression que le fait de se retenir, ça permet à l'organisme de réabsorber l'eau, en fait, au niveau du côlon. C'est au niveau du côlon que l'eau est réabsorbée. Et du coup, les selles deviennent normales une fois que l'enfant est capable de retenir. Voilà, le traitement des diarrhées, eh bien, si c'est un bébé qui est au sein, on va le faire téter à chaque fois qu'il voudra. On va quand même éventuellement rajouter un petit peu d'eau avec les solutions de réhydratation. On peut donner des probiotiques, on peut donner du Lactibiane ou Cantaflore. Il y a également, pour les bébés au sein, je pense que ça doit suffire, avec Arsenicum album. Et pour les bébés au sein, en général, ça se règle très vite. Les bébés qui sont aux préparations pour nourrissons, souvent, ils ont quand même des selles molles, des selles dures ou des selles molles, mais quand il y a une gastro qui arrive, on a donc le vomissement d'abord, comme on a vu, et les selles qui, secondairement, deviennent diarrhéiques. Donc, on est toujours dans l'idée qu'il ne faut pas qu'ils se déshydratent. Et en homéopathie, on peut donner Nux vomica, Arsenicum album, un probiotique, là aussi, 2 fois par jour. Comment est-ce qu'on peut surveiller l'hydratation d'un enfant? C'est aussi de voir s'il fait pipi, en fait, si ses couches sont mouillées. Donc, c'est un bon indice. Si les couches sont mouillées, ça veut dire quand même que ça va. Si l'enfant passe une nuit et que le lendemain matin, il n'y a rien dans la couche, on peut considérer qu'il y a un peu de déshydratation. Donc, il faut absolument qu'à ce moment-là, il absorbe quelque chose. Maintenant, c'est pas toujours facile parce que s'il y a aussi de la diarrhée dans la couche, là, on ne sait plus où on en est. C'est un peu difficile. Les signes de gravité, donc c'est l'enfant qui est fatigué, qui est hypotonique, qui pleure, qui gémit, qui veut plus s'alimenter. Et là, il faut consulter, toujours dans l'idée de réhydrater si besoin. La constipation. Alors, la constipation, c'est un retard dans l'émission des selles qui sont dures, de petits volumes et moins de 3 fois par semaine. En fait, les symptômes et la définition d'une constipation sont différents selon l'âge de l'enfant et selon son régime alimentaire. Par exemple, un bébé au sein peut très bien avoir 6 selles par jour, ou même après chaque tétée, il va avoir une petite selle. Et un autre bébé va avoir une selle par semaine, voire une selle tous les 15 jours. Et j'ai même vu, moi, un bébé, pendant 1 mois, 0 selle, rien. Et donc, au bout de 3 semaines, je l'avais quand même envoyé en consultation, mais il allait très bien. Ils avaient fait tout un bilan, et en fait, c'était comme ça. Donc, ça arrive, et il ne faut pas s'inquiéter. Donc, un bébé, par contre, là où on s'inquiète, c'est s'il n'est pas bien. C'est-à-dire que s'il est ballonné, s'il se tortille, s'il a mal, bon, c'est un peu plus embêtant. Mais bien souvent, quand il y a une selle tous les 8 jours, en fait, le bébé va très bien. Il y a pas de souci. Même si c'est un tout petit nourrisson très récent. Oui, bien sûr. Oui, oui. Okay. Oui, non, c'est vraiment. On a l'impression que le lait maternel, il n'y a rien à jeter, vous voyez, c'est bien. Tout est utilisé et tout est absorbé. Alors, donc ça, c'est pour les bébés allaités. Les bébés qui sont au lait, alors la constipation, elle peut venir de plein de. Il y a plusieurs possibilités. Une alimentation qui serait pauvre en fibres, trop riche en aliments constipants, certains légumes, certains céréales, trop de pâtes, trop de pommes de terre, trop de riz, trop de sucre. Les aliments sucrés, ça a tendance à constiper. Les enfants qui ne boivent pas assez, surtout l'été, bon, ça a tendance aussi à les constiper. Les enfants qui ont une intolérance au lactose, alors ça peut apparaître très tôt.
Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants qui, dès 18 mois, 2 ans, qui commençaient vraiment à être constipés alors qu'avant tout allait bien. Et en réduisant la quantité de lait qu'on leur donne, ça se normalise. Donc il faut quand même toujours penser à ça. Trop de produits laitiers, je parle des produits laitiers animaux, la vache ou brebis, ça peut, s'il y a trop de lactose et s'ils ont tendance à avoir un peu moins, à fabriquer un peu moins de lactase, ils vont avoir du mal à gérer tout cet apport de lactose. Une allergie aux protéines du lait de vache peut aussi se manifester par une constipation. La constipation peut être d'origine psychologique, soit des situations stressantes pour les enfants, séparation des parents, abus sexuels, au moment de l'acquisition de la propreté aussi, si les parents sont anxieux et mettent un peu trop de pression, il peut y avoir une constipation réactionnelle. Et parfois, quand il y a une constipation comme ça qui s'installe, on peut se retrouver avec de l'encoprésie. Alors l'encoprésie, c'est un enfant comment dire, qui n'est pas propre. Ça veut dire que il fait un petit peu caca dans sa culotte. On a beau essayer mais bon, c'est souvent des enfants qui ont un petit peu des soucis psychologiques. Et en fait, c'est souvent une constipation. Mais les enfants, ils ont peur d'aller aux toilettes parce que une constipation des selles dures, ça fait mal quand ça passe. Ils peuvent même avoir des saignements. Il peut y avoir une fissure anale. Les hémorroïdes, mais une fissure anale, ça fait bien plus mal. Et c'est fréquent, en fait, chez les enfants bien constipés. Du coup, ils se retiennent, donc ils ont une ampoule rectale qui est pleine. Et il peut y avoir, ça peut suinter un petit peu, et du coup, ça passe dans la culotte. Donc ça mérite vraiment de consulter et un suivi psychologique pour les aider à passer ce cap et des médicaments pour les aider. Alors, les nourrissons, parce qu'on parlait surtout des nourrissons, les nourrissons qui sont constipés et qui sont avec un lait artificiel, on peut changer le lait en fait et donner un lait qui va accélérer le transit en mettant des protéines solubles, du lactose, certains lipides. Donc il y a des laits qui sont faits exprès, des laits transit qu'on peut trouver maintenant pour aider au niveau de la constipation. Si c'est l'alimentation de la maman, c'est peut-être aussi possible aussi qu'il n'y ait pas assez de fibres. Voilà, c'est pour ça qu'il faut une alimentation vraiment équilibrée. Et bon, il faut pas. Là-dessus, les jus de fruits, c'est pas des fibres, donc les fruits frais, c'est Les mieux. fruits, on oublie. Non, il faut le fruit entier pour vraiment avoir l'ensemble de ce qu'il faut, quoi. Et vous le disiez aussi, les matières grasses, ça peut être important aussi pour Oui, un bon transit intestinal dans la absolument. nourriture de maman. Certains lipides aussi dans certains laits, ils mettent du bêta-pol, enfin. Au niveau, alors les enfants qui sont diversifiés, bien on va donner plus de légumes, on va donner plus de fruits, mais pas tous. Par exemple, la banane ça constipe, la pomme ça constipe, donc on va éviter de donner des bananes tous les jours et des pommes tous les jours. Il y a des enfants, ils adorent les bananes, ils en mangent 2 ou 3 par jour si on dit rien. Donc il faut être raisonnable. Alors il y a aussi, on parle parfois de l'eau Vittel Épar. En fait, ça semble pas très efficace et c'est pas justifié parce qu'elle est très minéralisée. Et, bon, on ne conseille pas. Le corps médical ne conseille pas. Et puis, il y a la possibilité d'utiliser des laxatifs pour nourrissons. Le lactulose, c'est possible avant 6 mois, et puis après le macrogol. Je pense qu'on peut trouver d'autres solutions. Il faut déjà essayer de comprendre pourquoi le bébé est constipé et modifier son régime. Souci. J'en étais aux douleurs abdominales. Alors les douleurs abdominales, elles sont très fréquentes. Elles inquiètent beaucoup les parents. Mais en fait, le plus souvent, c'est bénin. Il y a plusieurs origines. Les parents ont toujours peur de l'appendicite. Alors l'appendicite, c'est vraiment un contexte particulier. Il y a de la fièvre, il y a des nausées ou des vomissements, et l'enfant vraiment il n'est pas bien, il se plie. C'est quelque chose qui arrive de façon aiguë.
Bon, ça n'a rien à voir avec les douleurs abdominales qui sont si fréquentes chez les enfants. Alors, qu'est-ce qui peut donner des douleurs abdominales? Donc, d'origine psychologique, c'est souvent ça. Alors, ça peut être le dimanche soir ou le lundi matin avant d'aller à l'école, si on n'a pas très envie d'aller à l'école, s'il se passe des choses à l'école qui sont désagréables. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des problèmes dans la famille, une séparation des parents et des choses comme ça. Donc, c'est important de faire un interrogatoire et de comprendre, d'essayer de parler avec l'enfant pour qu'il explique qu'est-ce qui l'inquiète. Il peut y avoir une digestion difficile avec une intolérance alimentaire. On a vu le lactose, mais ça peut être d'autres aliments. Pour le lactose, il y a une chose intéressante, c'est que en fonction de l'endroit où l'on habite, les populations du nord de l'Europe continuent à fabriquer beaucoup de lactase, l'enzyme pour digérer le lactose, une grande partie, presque toute leur vie, alors que les populations du sud de l'Europe, très très vite, le taux de lactase diminue. Donc en fait, les familles qui sont d'origine du sud ont beaucoup plus de difficultés à digérer le lactose. Donc, il faut tenir compte de ça. Bon. Alors, il y a aussi la possibilité, les maux de ventre, ça peut être des petits vers, les petits vers intestinaux, des oxyures par exemple. Ça, c'est assez fréquent et ça peut donner des maux de ventre la nuit, même dans la journée. Bien sûr, il y a un prurit anal, donc les enfants se grattent, mais pas toujours. Et c'est quelque chose de très répandu. Je crois qu'il y a 60 ou 70% des enfants de maternelle qui ont des oxyures. Donc c'est énorme. Donc dans le temps, on donnait une purge systématiquement. Hein, les grands-parents faisaient des choses comme ça. Je pense que c'est pas bien. Mais les petits vers, les oxyures, ils aiment bien le sucre. Donc c'est une raison de plus pour pas trop donner des choses sucrées aux enfants. Je pense que ça permet d'avoir moins ce risque. Donc la prise d'appendicite, on l'a vu, et les maux de ventre qui sont liés à une infection. Par exemple, une angine, bien souvent, ça démarre par des maux de ventre, avec ou sans vomissement, comme on a vu tout à l'heure. Et parfois, ça va même jusqu'à une consultation à l'hôpital avec une échographie, parce que c'est inquiétant, les douleurs sont fortes. Et en fait, à l'échographie, on voit simplement qu'il y a des adénopathies, des ganglions qui sont un petit peu augmentés de volume, un peu enflammés. Et donc, ça peut tout à fait aller avec une angine ou un problème ORL viral. Voilà, moi, j'ai parlé des allergies, des intolérances alimentaires, mais est-ce que ça ne mériterait pas un autre webinaire? Je vais surtout parler de la maladie cœliaque, en fait, pour terminer. C'est donc l'intolérance au gluten, c'est une maladie chronique, auto-immune et liée à l'ingestion du gluten. Elle survient chez des personnes qui sont génétiquement prédisposées. Il y a à peu près 1 à 2% de la population. Quand la maladie se déclare tôt, le diagnostic est facile. Par contre, quand elle se déclare plus tard, c'est très compliqué et souvent le diagnostic est fait vraiment très tard. Donc la forme du nourrisson, celle du petit enfant sont les plus classiques. L'enfant présente le plus souvent une diarrhée chronique. Il est fatigué, il est apathique. Classiquement, on dit qu'il est triste. Bon, ça se vérifie pas toujours. Il a un abdomen, il a le ventre qui est gonflé, il est pas très gros, il pousse pas bien. Quand ça arrive dans la première année, on voit nettement une cassure de sa courbe de croissance, en particulier sa courbe de taille. Donc en fait, jusqu'à par exemple 5-6 mois, tout va bien, la courbe de poids, la courbe de taille, ça monte bien, et puis il commence à manger un peu de courgettes, un peu de carottes, et puis on lui donne des petits morceaux de pain pour se faire les dents, ou des petits biscuits, et là on voit la courbe de taille qui bloque complètement, c'est vraiment une cassure. Et donc ça c'est assez pathognomonique, enfin c'est presque, enfin ça signe en fait une maladie cœliaque. Donc on va faire des tests, on va doser les IgA antitransglutaminase, c'est des anticorps spécifiques, et éventuellement on peut faire, si les anticorps sont positifs, on peut faire une biopsie de l'intestin, mais ça ne se fait pas du tout systématiquement chez les enfants.
Voilà. Je pense que pourquoi est-ce qu'il y a une cassure? Parce que quand il y a cette maladie, euh, cette réaction vis-à-vis du gluten au niveau de l'intestin provoque une inflammation très forte de la muqueuse intestinale. Et du coup, cette muqueuse intestinale, qui normalement est faite avec beaucoup de villosité comme ça, sur toutes ces villosités, il y a encore sur chaque cellule des tas de petits replis, puisqu'on dit que la muqueuse intestinale, c'est à peu près l'étendue d'un terrain de tennis, en fait. C'est à ça que c'est comparé. Et donc, cette muqueuse intestinale, elle est enflammée, elle est malade, et toutes les villosités vont disparaître. Et en fait, ça va être plat. Et du coup, tous les nutriments qui sont absorbés normalement au niveau de cette muqueuse vont être très peu absorbés. Et c'est pour ça qu'il y a une cassure de la courbe de croissance. Et l'enfant, voilà, il ne trouve plus, il n'arrive plus, même si on lui apporte les nutriments, il n'arrive plus à les absorber. Et du coup, voilà. Puis Euh, ça provoque des troubles auto-immuns, dont la maladie cœliaque. la maladie cœliaque, mais c'est de la maladie cœliaque dont je parle, oui, c'est ça. Mhm. Et en fait, la maladie cœliaque, elle est parfois associée à d'autres affections. Par exemple, le diabète. Il y a des diabétiques qui ont aussi la maladie cœliaque. Des fois, on le recherche, certains endocrinologues le recherchent systématiquement parce qu'ils n'ont pas vraiment de symptômes, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas. Et en fait, en faisant le bilan, ils trouvent. Donc voilà, moi je pense qu'on a fait on a parlé de pas mal de choses. Euh, Vous voulez me poser d'autres questions, peut-être? On va prendre les questions qu'on nous a soumises, je Oui. crois, non? Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Oui, oui, on peut me contacter par mail. Alors, il y a quelqu'un qui disait, quelqu'un qui est à la maternité de Bergerac, que les recommandations actuelles de pédiatres et cadres sont de ne plus incliner les berceaux des nouveau-nés. Qu'en pensez-vous? Oui, alors moi je sais ça, mais je suis pas du tout d'accord parce que c'est physique en fait, hein. C'est évident que si on est comme ça, ben, ça remonte moins. Enfin, c'est de la physique pure. Donc je comprends pas. Je comprends pas Moi du non tout. plus. Ça fait quelques années hein, déjà qu'ils disent c'est plus la peine d'incliner, on fait plus rien en fait. En gros, c'est où c'est un reflux bénin, c'est des régurgitations, ça va passer. Ou alors, c'est le truc gravissime, alors on va donner des antiacides, etc., etc. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que les petites mesures sont très intéressantes. Et Mm. dans beaucoup de maternités, on laisse encore les petits lits des nourrissons avec une petite inclinaison. Ça ne peut Moi, pas. mes enfants, ils dormaient mieux vous savez, les espèces de petits lits qui sont un petit peu inclinés comme ça, qui vous serrent un peu. C'est Oui, pas vraiment un lit, oui, c'est comme un truc de repos, c'est légèrement incliné. Ils dormaient vachement bien là-dedans pendant oui, les premières semaines. oui. Et après, je les mettais dans un lit normal. Oui, Un L'inclinaison, transat, tu veux dire? oui, c'était des transats, c'est ça. c'est pas vraiment un transat parce que c'est vraiment très très peu incliné. C'est vraiment du 5%, quoi. Mhm, Mais ça les prenait aussi un petit peu sur les côtés, c'était bien enveloppé et ça, ils aimaient bien. mhm, oui, Et après, à trois mois, je mettais un plat sur le lit et là, ça allait. Mais les oui, premières semaines, ils aiment bien être tenus mhm. et en un tout petit peu d'incliné. Oui, un petit peu incliné, sauf s'ils ont des problèmes de reflux où il vaut mieux les incliner Oui, un peu voilà. plus, hein. Moi, je sais que quand j'examinais des bébés qui avaient des reflux, si je les mettais à plat sur la table d'examen, ils étaient pas bien. On voyait. Alors que si je le mettais sur le côté incliné de la table d'examen, ils étaient tout de suite beaucoup mieux. Donc, je comprends pas ces recommandations. Je suis pas du tout d'accord. Mais même mon fils qui avait des reflux et des vomissements en jet, juste les 5%, ça lui suffisait. C'est bien. Mm. Il y a des Non, c'est bébés un aussi peu. qui dorment mieux sur le ventre et ce, Mm. dès la maternité. Donc, C'était les voilà, pourquoi? Parce recommandations qu'on d'avant, ça, de les Alors mettre là, sur le ventre. oui, c'est les recommandations d'avant. Là, c'est terrible parce que c'est vrai que on a été presque les derniers à recommander de ne plus coucher sur le ventre les bébés. Tous les pays autour de nous le faisaient déjà. Et on a été les derniers à prendre cette mesure, à accepter de les coucher sur le dos ou sur le côté. Et encore, sur le côté, ils sont pas trop d'accord.
Et, et en fait, depuis qu'on couche les bébés sur le dos ou sur le côté, il y a beaucoup, beaucoup moins de mort subite du nourrisson. Ouais. Mais c'est incomparable. Donc moi, Non, mais c'est ils sont vrai que, beaucoup mieux. mais oui, mais il y a quand même un souci, c'est qu'il y a certains bébés qui se sentent vraiment très bien sur le ventre et qui pleurent jusqu'à ce qu'on les mette sur le ventre. Alors si on les met sur le ventre, ok, mais il faut rester à côté. Il faut vraiment Mm. rester à côté. On peut pas les mettre dans une pièce à côté Il parce faut que qu'ils s'ils tiennent ont un la tête. reflux, oui, c'est dangereux, quoi. Mm. Merci. Alors effectivement, on a aussi d'autres questions. Une personne qui, bon, sur la question des freins restrictifs, évidemment, on en a parlé. On avait parlé aussi une personne qui demande si un petit enfant de 15 mois a des selles molles depuis plusieurs mois, cela peut-il être un signe d'allergie à la protéine du lait de vache? Oui, ça peut, mais ce serait s'il n'a pas d'autres symptômes, s'il n'a pas du tout d'eczéma ou enfin de démangeaisons, etc. C'est peu probable, je dirais, mais ça vaut la peine quand même de chercher. Il a quel Mm. âge cet enfant? 15 15 mois. mois. 15 mois? Ben, il faut essayer de peut-être changer le lait et les produits laitiers qu'il consomme. S'il est au lait de vache, on peut peut-être essayer de lui donner du lait de chèvre des yaourts de chèvre et voir ce qui se passe. Moi, je fais Mm. comme ça, par élimination, en fait. Mm. Et peut-être diminuer aussi. Parce que, en fait, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il faut quand même réduire la quantité de produits laitiers. Même si les recommandations, c'est 500 millilitres jusqu'à je ne sais pas quel âge, vu le taux d'enzymes de lactase qui diminue, dans nos pays, et surtout les gens du Sud, là, il y a pas beaucoup de lactase, hein, ça part vite. Mm. Et il y avait une dame qui disait qu'elle allaitait son bébé et que la sage-femme lui avait demandé de donner après chaque tétée un complément à base de lait de vache. Et depuis, le bébé qui n'avait pas de maux de ventre a des maux de ventre et beaucoup de gaz. Bah oui. Donc, elle se demande bien sûr s'il y a une intolérance au lait de vache. Et puis, elle est inquiète des additifs et elle aimerait pouvoir trouver un moyen de faire plus de lait. Et elle a eu une césarienne. Alors, comment faire plus de lait après une césarienne pour ne pas avoir besoin de compléments en gros? Bah, il y a des tisanes, hein. Velleda fait une tisane allaitement qui fonctionne assez bien. Euh, il y a aussi des remèdes homéopathiques. Là, ça me vient pas en tête, mais ça se trouve sur Internet. Et puis, il faut essayer d'être détendu, il faut essayer d'être en forme. C'est pas évident. Après une césarienne, on peut être fatigué. Il faut être sûr qu'il n'y a pas de, de manque de fer. Euh, bon, Manque de lipides probablement aussi, parce que aussi, ça aide, oui, hein, mine de rien, à remplir le, il faut le une système. alimentation bien équilibrée, hein, c'est sûr. Mm. Oui. Oui, et il y a la Leche League, hein, on le rappelle à chaque fois, mais donc des Oui, ressources comme la Leche League, l'accompagnement, elle propose des accompagnements gratuits, les filles sont très bien formées. Pour le moindre, moi je les ai appelées pour mon premier, c'est sûr, quand j'étais encore à Lyon, et en fait, mais elles sont présentes en fait sur tout le territoire, et c'est vrai que quand voilà, on est motivé pour allaiter, mais que parfois il y a des petites craintes, on nous dit qu'on n'a pas assez de lait. elles Enfin, sont moi, je très n'y crois bien. pas, en fait. Oui. Je pense pas. Je pense qu'en fait, c'est très rare de pas avoir assez de lait. Faut juste peut-être donner un petit peu plus souvent, bien boire et en fait, juste observer la courbe de poids parce que sur quoi elle se base pour dire qu'il faut donner du lait en plus, du lait de Ouais. maternelle. Enfin, Oui, parce moi, qu'on est, est-ce que oui, c'est des courbes de poids? Est-ce qu'ils prenaient pas assez de poids et sur quels critères? Et si on compare avec oui, des ça doit bébés être ça. En qui général, Il y prennent a du un truc lait, qu'il faut, il y a un truc, je pense qu'il faut regarder parce que j'ai quelqu'un dans la famille qui avait eu une césarienne à qui on avait donné des médicaments qui, en fait, coupaient le lait. Je sais pas, bon, c'était il y a plus de 20 ans, donc c'est peut-être qu'ils mhm, le font plus, mais ça peut être un médicament qui provoque une baisse du lait. mhm. Et puis aussi, quand on a une césarienne, on est en train de récupérer, comment dire, de cicatriser. Je pense qu'il y a beaucoup plus de besoin de fer. Besoin de fer parce qu'on allait, besoin de fer parce qu'on récupère.
Oui, Donc, faut pas lésiner sur la viande rouge, toutes les vitamines B qu'il y a dedans, oui, ça aide à se reconstituer plus vite, quoi. Parce que les oui, suppléments, c'est bien, mais souvent les suppléments en fer sont à base de plantes, c'est pas l'absorber du tout de la même manière. oui. Donc, je pense qu'il y a un truc à voir là-dedans aussi. Mais oui, dans le temps, quand il y a une maman qui accouchait, à la campagne en particulier, pendant au moins un mois, elle n'avait qu'à 40 s'occuper jours. d'elle-même et voilà et de son bébé. Et les grands-mères, les voisines, tout le monde venait faire le ménage, faire à manger, etc. et s'occuper d'elle. Et donc elle pouvait récupérer facilement. Mais c'est vrai que actuellement c'est pas toujours facile, hein. Surtout si Ouais. déjà un autre enfant. Après une césarienne, comme vous dites, il y a un manque de fer, c'est compliqué, hein. C'est difficile. Ouais. Mm. Après une éviction, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. On dit, ok, je veux bien arrêter, j'allaite, je veux bien Oui. arrêter le gluten, je veux bien arrêter donc d'abord le gluten par exemple et ensuite le lait de vache. En Mhm. combien de temps est-ce qu'on peut savoir que ça va mieux? Moi, je me souviens que Christine Joyeux, donc la femme du professeur, m'avait dit 5 jours, mais je sais pas si peut-être que je me souviens mal. Alors moi, je pense que ça peut aller vite, hein. Je dirais pas 5 jours pile. Je pense que ça dépend des cas. Mais Ça dépend combien on en mange aussi. Si oui, bien c'est sûr. quotidien ou pas, si Et c'est donc ponctuel. ça peut être rapide. Ça peut être rapide. Ouais. Ça peut être moins de 5 jours. Moi, je pense que une éviction pendant une quinzaine de jours nous donne déjà beaucoup d'informations. J'ai entendu que le gluten, c'était à peu près un mois. Le produit laitier, à mon avis, c'est plus rapide. Oui, c'est mon nouveau chat. Dis Il bonjour. est tout petit. C'est moi. Euh, alors, on a d'autres questions. Ah oui, alors c'est vrai qu'on a un retour d'expérience. Une Oui, dame qui dit, ma fille hurlait après les biberons, je pouvais la calmer en l'allongeant en position ventrale sur mon bras. oui, mais Je la cette promenais. position, oui. Elle est Ouais. bien, cette position. Les bébés aiment bien, en fait, hein, la main tenant le ventre. Mais là, La main entre les deux jambes qui tient le ventre, ils c'est ça, adorent ça, ouais. exactement. C'est une position que les bébés aiment beaucoup. Mm. Et je pense que ça les soulage, ça doit masser un petit peu le ventre en même temps. Non, c'est une très bonne position, mais ça ne veut pas dire être couché sur le ventre dans le lit, quoi. Mais c'est pas la même, ouais. Non. Moi, il y avait une question que je me posais, c'est en fait dans les traitements contre le reflux, il n'y a pas d'aluminium dedans? Alors ça dépend. Dans le polysilane, il y en a, ça dépend du laboratoire, il faut vérifier. J'ai vérifié, il y en a qui n'en ont pas. Alors le Gaviscon, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a dans le Gaviscon. Il faudrait Semble, vérifier. hein, mais Ouais. après à vérifier effectivement. Une personne dit, notre gastropédiatre nous a prescrit de l'inexium pour des vomissements en jet qui ont duré quelques semaines, bébé de 7 mois, allergique aux protéines de lait de vache, détecté à 2 mois, nourri à l'hydrolysa. Est-ce qu'il existe un traitement plus naturel? Je pense qu'on peut trouver une autre solution. Les hydrolysats, effectivement, il n'y a plus de risque d'allergie puisque tout a été découpé, comme je disais. Là, l'arbre, il n'y a plus d'arbre, il n'y a plus que des petites feuilles, c'est juste des acides aminés séparés. Maintenant, ces laits, ils sont pas très bons et puis pas forcément, ils sont liquides en général. Je sais pas ce bébé, mais du coup, on peut avoir du reflux ou des vomissements importants parce qu'on a une allergie aux protéines du lait de vache, mais on peut en même temps avoir une immaturité du tube digestif. Et donc, on va régler le problème de l'allergie aux protéines du lait de vache, mais on va garder quand même une immaturité avec peut-être un petit peu de reflux. Donc, épaissir le lait, ça peut être intéressant. Ça peut éviter parce que normalement, si on arrête le lait de vache, si on prend un lait adapté, il ne doit plus y avoir de reflux, donc il ne doit plus y avoir besoin d'inexium. Ouais, cette maman, elle peut m'envoyer un mail et j'essaierai de voir avec elle. Elle me donnera plus de détails. Je vais retrouver, oui, je vais mettre le mail. Oui, Très bien. Alors effectivement, il existe des probiotiques même spécialement pour les bébés oui, qui peuvent en fait donner d'excellents résultats. En tout cas, oui, c'est capable de stopper une gastro dans la journée. Et même oui. Jean disait une demi-journée et prendre une forte dose de Voilà, exactement. probiotiques Oui,
c'est-à-dire pas la dose normale, hein, on pouvait doubler facilement, il n'y a rien de grave. Tout à fait. Euh, Mm. donc pour les bébés, ils les font Mm. même en gouttes. Alors c'est pas très marrant hein, parce que enfin moi voilà les bébés enfin quand ils ont vomi etc puis ils n'ont pas trop envie de les prendre. Mais en fait moi j'ai vraiment je confirme que ça peut arrêter dans la journée les vomissements et les diarrhées. Enfin voilà. Donc je sais pas trop peut-être que ça peut aider sur ce qu'elle dit sur les vomissements. Après je sais pas ce que vous Mhm. en pensez. Mhm. Tout simplement rééquilibrer la flore. Oui, mais c'est important, hein. Parce que si c'est une gastro, ça veut dire qu'il y a un virus, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre de la flore. Donc si on apporte une dose forte de probiotiques, effectivement, ça peut. Mm. Moi, quand j'étais, enfin, ça m'est arrivé de démarrer une gastro quand j'étais dans une période d'épidémie avec plein de bébés autour de moi qui avaient la gastro, c'était il y a très longtemps. Et je me souviens avoir pris, je crois, 10 grammes, enfin, l'équivalent de 4 sachets de Lactibiane en une fois, avec un grand verre d'eau glacée, parce que quand on donne de l'eau en plus pour la réhydratation, pour éviter de vomir, il faut qu'elle soit glacée. Si l'eau est tiède, ça va donner envie de vomir. Alors que si c'est glacé, ça va tenir dans l'estomac. On va donner des petites quantités, souvent. Donc un grand verre, on peut le boire en 3 quarts d'heure. Et je me souviens, c'était fini le lendemain, terminé, quoi, hein, s'il n'y avait plus rien. Donc, il ne faut pas hésiter à Oui, je savais pas qu'il fallait donner de l'eau froide. froide ou Euh, glacée. Ouais. Mm. D'accord. Peut-être qu'on n'a pas aussi, enfin, si peut-être on a vaguement parlé, mais justement pendant la Oui, diarrhée, certes, il y a les solutés, il faut réhydrater, mais est-ce qu'on a des aliments, parce que moi je me souviens, ma maman, elle me disait la banane, oui, la banane, ça enlever constipe. le lait, Oui, bien sûr. Alors, le Le riz. lait, les recommandations actuelles, c'est de ne pas enlever le lait. Donc, ils vous disent, ben non, l'enfant commence une gastro, on change rien à son régime. Il continue de prendre son biberon de lait, etc. Alors, c'est sûr, bon, ok, d'accord. Mais si la gastro, elle dure plus de 2 jours, là, il faut vraiment arrêter. Parce que ça, c'est pas bon, quoi. Mm. Mais les recommandations actuelles, elles sont particulières, hein. C'est comme pour le plan incliné. Mais je pense que, d'ailleurs, en fait, enfin, là, j'en ai pas parlé des intolérances alimentaires avec les inflammations des muqueuses, mais une gastro-entérite, ça peut enflammer la muqueuse. Et donc, la muqueuse intestinale, elle peut être très abîmée et du coup, elle va pas bien absorber. Et les cellules intestinales, elles fabriquent de la lactase. Et si la muqueuse intestinale, elle est abîmée, elle va plus fabriquer de lactase. Et du coup, il va y avoir une intolérance au lactose. D'où, s'il y a une gastro qui dure un peu, l'intérêt d'arrêter le lait. Parce que sinon, ça va entretenir le truc. Je sais pas si c'est clair. oui, je vois, Hein. je vois bien. Non, mais je repensais au fait que j'ai vu tout à l'heure la médecin pour mon troisième Oui, qui a 2 ans, oui, et oui. seule question nutritionnelle qu'elle m'a posée, c'est est-ce qu'il prend bien tes laitages? Oui, mais bien sûr, Oui. bien sûr. Non, mais il y a des enfants qui supportent parfaitement les laitages, hein, c'est très bien s'ils les supportent. Mais il faut savoir reconnaître des signes qui montrent qu'il y en a trop ou que c'est mal supporté. Mm, mm. Il ne faut pas faire le forcing. Merci. Alors, est-ce que tu vois d'autres choses? On a des personnes qui, voilà, c'est ça, des probiotiques pour bébé, effectivement, qui aident contre le Il y a RGO. Il y a une quelqu'un qui personne. parlait des laits de soja, que c'est ce qu'on Ah, avait donné à son bébé. non, ça, Le J'ai seul ça, vu truc que je ça. dirais là-dessus, c'est que le problème du soja, c'est que maintenant, il a été établi que ça pouvait provoquer des adolescences oui, un c'est peu la vérité. Puberté précoce. C'est la précoces. vérité. Voilà. Alors, Donc, il faut en prendre beaucoup hein, pour arriver à ça. Mais moi, j'ai oui, eu mais un remplacement de lait de bébé, ça devrait qualifier, je pense, non? ouais, mais je pense qu'il y a des laits à base de protéines de riz qui sont meilleurs, plus intéressants. Oui, Franchement, oui, ouais, vraiment. Mm. Et maintenant, ça se prescrit quasiment plus les laits de soja, grâce aux laits végétaux qui sont bien, quoi. Alors, c'est ça, il y avait une question plus précise sur l'arrêt du lait, c'est-à-dire jusqu'à quel âge faut-il donner du lait, à partir de quel âge faut-il arrêter, à l'arrêt, faut-il donner des compléments ou bien varier les sources de protéines et de calcium suffit-il? Je dirais que ça dépend vraiment, hein. Il y a des enfants qui tolèrent très très bien le lait. Si ça leur fait plaisir de prendre un biberon jusqu'à 1 an et demi, 2 ans le matin, pourquoi pas.
Au-delà de 2 ans, c'est pas obligatoire. Mais tout dépend comment c'est supporté, en fait. Tout dépend aussi de, de quelle, de quelle partie de l'Europe les enfants, enfin la famille vient. Si c'est des gens du Sud, si c'est des gens du Sud, on sait qu'ils vont pas tolérer, ils vont pas avoir beaucoup de lactase, donc ils vont pas tolérer longtemps le lait. Donc on va arrêter plus rapidement le lait chez ces enfants-là. Si c'est des petits Suédois, des petits Norvégiens, ils vont pouvoir le supporter très longtemps. Donc ça dépend vraiment, de chaque cas est un cas particulier. Si l'enfant supporte bien, bon, moi je pense il peut continuer à boire du lait. Alors, le biberon jusqu'à 2 ans, après, ça peut être des verres de lait. Mais c'est difficile de dire un truc précis. Ça dépend vraiment de chaque cas. En tout cas, ce qu'on dit souvent, c'est que il faut privilégier, par exemple, les yaourts de brebis et de chèvre si vous Oui, voulez introduire des yaourts, plutôt qui sont souvent plus digestes, parce que c'est des plus petits, mais vous en parlerez mieux que moi. Mais en tout cas, c'est nous, à la bien maison, c'est ce aussi. qu'on a. Ouais. C'est bien aussi de varier, quoi. Mm. Un petit peu de fromage, un petit peu de yaourt, c'est bien. Et puis voir comment c'est supporté. Si l'enfant n'a aucun trouble digestif, s'il n'a pas d'eczéma, s'il se plaint pas de maux de ventre, c'est que son alimentation lui convient. Donc il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Et puis il faut voir aussi comment se portent les parents et quelles sont les éventuelles intolérances des parents. Parce qu'on retrouve souvent, quand un enfant supporte pas très bien les produits laitiers, on a souvent le papa ou la maman qui dit oh ben moi je n'en mange plus, je peux plus, je supporte pas. Donc tout ça c'est un ensemble de choses et bon, chaque cas est un cas particulier. Il y avait autre chose dans sa question à cette personne, je me souviens plus. Autre chose. Tu vois les Alors, produits de lait, tu vois les soja, non? non, 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 non. c'était pas ça. On, on a une personne qui se demande comment détecter une allergie au gluten chez un petit enfant. On en a parlé un petit peu déjà, mais Non, alors il y a Ah, l'allergie au gluten, ça n'est pas la même chose que la maladie cœliaque. hmm. La maladie cœliaque, ça s'appelle aussi l'intolérance au gluten. C'est une maladie auto-immune, c'est une réaction inflammatoire. Euh, la- Au niveau de la muqueuse, et ça fait des symptômes chroniques. L'allergie, l'allergie au gluten, c'est comme une allergie à la cacahuète ou une allergie à l'œuf, c'est-à-dire que ça va provoquer une réaction immédiate. Et c'est deux maladies différentes. Et effectivement, ça fait partie des allergies assez fréquentes, avec l'œuf, la cacahuète, le lait. Puis bon, c'est des choses aussi qui peuvent passer avec le temps, c'est ce qu'on oui, disait, ça peut hein. s'atténuer, ça peut Voilà, moi s'atténuer. j'ai toujours remarqué Ouais, que mes bébés, par exemple, toléraient pas bien le gluten jusqu'à 1 an à peu près. oui, Donc bah du coup je faisais attention, ouais, voilà. Mais dans la famille on a une sensibilité et je le sais, ouais. voilà. Enfin je le sais très bien. Quand on mange du gluten on ballonne facilement. Donc ça c'est des choses faut se connaître effectivement comme vous disiez, voir un peu si le pap quelles sont les Oui, intolérances oui. des parents, Mm. ou ce qui passe bien ou pas bien. Alors là on arrive de toute façon à la fin du webinaire. En Oui, fait je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors bon Oui, c'est on avait finalement donc il y avait beaucoup de gens qui étaient inscrits et peu de gens qui étaient en live. Comme je disais, je pense d'accord. que beaucoup de gens se sont inscrits et vont regarder l'enregistrement. Quand ils auront le temps. Donc c'est un petit peu dommage parce que peut-être qu'ils auront des questions, mais on ne pourra pas forcément y répondre. Vous pouvez Oui, toujours en tout cas, pour ceux qui sont membres de l'association Famille Santé Prévention, il y a toujours cette possibilité d'envoyer donc votre question de santé sur le site de Famille Santé Prévention. On a une interface dédiée, on peut même envoyer nos dossiers médicaux, enfin voilà. Et cela, ça peut être ensuite redirigé vers la docteure Laurençon. Et bah, du coup, docteur Laurençon, enfin, je sais pas pour votre site, je ne peux pas dire exactement quand. La personne qui s'en occupe est très occupée et fait ça un peu en plus. Mais j'espère que d'ici 2, 3 semaines, ce sera bon, quoi. hmm. Parce qu'en fait, vous proposez la téléconsultation ou pas du tout? Éventuellement, oui, oui, mais on peut aussi me demander une téléconsultation par mail, hein. Voilà. Oui, j'ai des Mais personnes. Oui, alors j'ai donné votre mail à la personne pour qui vous avez donné votre accord.
Oui, mais je vous laisse voir du coup oui. si vous voulez le partager. Mais ça dépend. Si les gens me posent quelques questions faciles, j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de faire une consultation. Si c'est un peu compliqué, on voit ça ensemble en fait, hein. Ça dépend des cas. Mhm. Mhm. Voilà, parce qu'en fait, j'ose pas le mettre en public sur le chat, votre mail. Donc, enfin, j'ai après à vous de voir Oui, effectivement. oui. Voilà. Euh, donc, en tout cas, voilà, merci beaucoup. Nous n'avons pas encore programmé les webinaires pour la honte. Non, Il non, n'y il en faut aura qu'on le pas. fasse. Oui, Donc, il faut qu'on le fasse, effectivement. Si vous avez des idées de thèmes, allez-y, hein, mettez-les sur, sur le chat. On pourra, comme ça peut nous inspirer. Tous les webinaires que nous avons déjà faits, notamment sur le sommeil et encore bien d'autres, sont disponibles sur le site de Famille Santé Prévention, normalement dans la rubrique qui est dédiée aux webinaires qui sont déjà passés. Donc voilà, n'hésitez pas à les reconsulter, à les réécouter, à les partager aussi. Et merci voilà, merci docteur Laurention d'avoir été avec nous. avec plaisir. Merci Bernadette aussi, surtout à 2 semaines d'accoucher, Oui, avec les autres enfants qui sont derrière, avec les 5 autres enfants qui sont derrière. Voilà. Donc, eh bien, excepté pour celles qui sont outre-mer, voilà, je souhaite à chacun un bon repos, une bonne nuit. Et puis, en septembre, on va fixer une date en septembre, hein, parce qu'on oui, s'arrête, c'est un oui. mois, mais Mhm. on va réussir à trouver ça et on va trouver les thèmes rapidement. Ok, il Voilà. y a encore quelqu'un qui demande comment on peut me joindre. Oui, ce que je vais faire, Oui, effectivement, il faudrait peut-être ouais. voir Mm. vous, voilà, ce que vous souhaitez faire vis-à-vis de la confidentialité. Oui. Euh, donc Euh, voilà. Et dans ce cas, enfin voilà, on va tout de même terminer et puis enfin au moins voilà, on peut couper et voir ensuite si vous oui, souhaitez répondre. On a oui, oui, je peux. voilà. Ok. Voilà. Merci beaucoup et puis donc une bonne soirée ou une bonne Bonne soirée à continuation de tout le journée. monde. Passez un bon Merci. mois d'août Merci et au mois de beaucoup. septembre. Au revoir. Au revoir. Au revoir.